Bonjour, je m'appelle François Quintin, je dirige la fondation d'entreprise Galeries Lafayette, aussi appelée Lafayette Anticipation, l'espace dans lequel vous vous trouvez. J'ai le plaisir et la joie de vous accueillir aujourd'hui, d'accueillir Bread Agency et Rachel Noulance qui nous a concocté un programme passionnant. Donc je la remercie de nouveau de tout ça. Juste un tout petit mot pour vous dire l'endroit où vous êtes. Il s'agit d'une fondation d'entreprise créée par les Galeries Lafayette en 2013, qui a trouvé son espace ici en mars, alors pas mars dernier, mais celui d'avant. Donc il y a assez peu de temps finalement, on a ouvert il y a à peine un peu plus d'une année, qui est un lieu essentiellement dédié à la production artistique dans le cadre et les domaines de l'art, de la mode et du design. Ici, l'espace que vous voyez est un espace d'accueil. Il y a aussi des espaces d'exposition dans les étages. Et sous vos pieds, il y a un grand atelier qui permet aussi à une équipe de production ici de produire avec les artistes des œuvres originales. Et donc c'est une institution d'un genre un peu particulier et un peu nouveau, puisque l'idée de ce lieu est vraiment d'accompagner les artistes sur le plan financier, mais aussi technique, parfois aussi administratif, dans la conception, réalisation, fabrication de leurs œuvres, en constituant autour d'eux une équipe vraiment de personnes. Et donc c'est une façon un peu nouvelle de considérer la production en art, puisque vous savez, souvent on considère que les artistes sont des solitaires qui travaillent tout seuls chez eux, alors qu'il n'y a pas de raison que ça soit le cas. Donc voilà, c'est un peu le credo qui nous porte et qui nous intéresse. Et donc cette fondation s'est installée il y a 1 an et demi dans ce bâtiment, qui est un bâtiment un peu particulier, puisque l'espace dans lequel nous sommes ici était l'ancienne cour d'un lieu de stockage qui avait été construit pour le BHV, dans lequel venaient d'ailleurs par ce couloir des chariots, des chevaux. Il y avait des étables sous nos pieds. Et les chariots étaient amenés comme ça ici, chargés et déchargés. Et lorsqu'il a fallu réhabiliter ce bâtiment, l'architecte, qui n'est autre que Rem Koolhaas, qui est un très très grand architecte, dont c'est d'ailleurs la première construction à Paris, a proposé de venir implanter à l'endroit même de cette cour, qui est le seul endroit qui n'avait pas été construit, une tour d'exposition qui en fait est équipée de ces poteaux que vous voyez là, équipés de crémaillères. Et ce que vous avez au-dessus de vos têtes, en fait, ce sont des planchers qui bougent, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qui sont équipés de moteurs. Et là, pour pouvoir vous accueillir, nous avons relevé le plancher, mais tout à l'heure ou demain, ou plutôt demain, on va redescendre le plancher en bas pour découvrir l'exposition que vous verrez tout à l'heure, si vous avez un peu de temps après les discussions, de Hella Jongerius, qui est plus une expérimentation qu'une exposition, puisque la grande designeuse hollandaise a décidé d'occuper l'espace en faisant un atelier de production de tissage. Et donc il y a des gens qui toute la journée travaillent à des réalisations de tissage qui sont plutôt, vous allez voir, spectaculaires. Voilà, donc vous savez tout, il ne me reste plus qu'à passer la parole et vous souhaiter une belle matinée. Merci François et merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Je suis Frédéric Abécassis, le nouveau directeur de Bread Agency depuis 2 mois. Bread Agency, vous connaissez forcément, agence spécialisée sur les secteurs de la formation et de l'éducation et sur la marque employeur. Et puis agence aussi qui fait en sorte d'être au fait de toutes les nouvelles tendances de la communication du numérique. C'est pour ça qu'on est là ce matin notamment. Au programme de la matinée, vous le savez, il y aura d'abord une table ronde hyper intéressante sur un autre web est-il possible ? Une vraie grande question. Il y aura ensuite une pause courte, parce que il ne faudra pas qu'on déborde trop, mais une pause nécessaire, vous vous en doutez, suivie de 3 témoignages d'acteurs de la communication dans le secteur du luxe, de l'art et de l'éducation. Et puis ensuite, donc, comme le disait François, une visite de l'exposition. Le tout sera animé par la brillante Rachel, à qui je passe le micro. Merci Frédéric, merci à tous d'être présents ce matin. Merci à nos intervenants qui ont accepté de prendre du temps pour venir justement discuter de cette question. D'ailleurs, c'était pas une question, on a dit un autre web est possible, on a décidé d'être un petit peu plus affirmatif dans nos propos. Pourquoi cette thématique ? Parce que en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus des questions qui se soulèvent, que ce soit le cofondateur de Facebook ou que ce soit même le fondateur du web, Tim Berners-Lee, avec des questions qui est quel est le web qu'on veut vraiment et quel est le web que nous vivons aujourd'hui et est-ce qu'il est vraiment sain et est-ce qu'il est vraiment fait pour nous préserver. Donc la question est aujourd'hui un autre web est possible et pour répondre à cette question, en fait, j'ai demandé d'abord à Tristan Nitto de venir. Tristan Nitto, vous êtes aujourd'hui VP de Quant,
un moteur de recherche dont on parlera un peu plus tard de comment ça fonctionne et des valeurs que vous défendez. Auparavant, vous étiez fondateur de la fondation Mozilla Europe et vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Surveillance. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous avez un chapitre qui s'appelle Un autre Internet est possible. Donc voilà, donc vous êtes doublement... Tout ça n'est absolument pas un hasard, hein, donc voilà. Absolument pas. J'ai construit cette table ronde. Voilà. À côté de vous, on a Victoire Fouquet. Victoire Fouquet, vous travaillez chez Orange dans l'innovation et la VR. Vous êtes aussi très engagé puisque vous faites partie des Women in Games. Moi, j'ai demandé votre participation parce que justement, j'étais allée écouter une de vos conférences à l'occasion de l'exposition Girls, Computer Girls, qui est actuellement à la Gaîté Lyrique. Et durant cette exposition et cette visite, vous aviez eu des propos très engagés. Comme quoi il fallait qu'on change les choses. Ça a même choqué quelques personnes qui étaient venues. Et du coup, j'avais besoin d'avoir votre avis. À côté de vous, nous avons Salva Tocco. Je vous remercie mille fois d'être venue. Salva, vous êtes cofondatrice de Becomtech. Vous nous parlerez justement des engagements aussi de Becomtech. Et aujourd'hui, vous êtes aussi directrice du Conseil national du numérique. Présidente. Pardon, présidente. Il n'y a pas de directeur. Présidente. Et à côté de vous, nous avons Julien Falgas. Juliette, vous êtes à la fois la caution académique, parce que vous êtes chercheur à l'Université de Lorraine en sciences de l'information et de la communication. Et vous avez créé aussi une start-up qui s'appelle Needle, dont on parlera un peu plus tard quand on parlera vraiment des solutions. Parce qu'en fait, j'ai décidé qu'on allait réfléchir d'abord, enfin, il faut d'abord poser un diagnostic, parce que c'est pas facile de savoir pourquoi est-ce que le web d'aujourd'hui peut être considéré comme défaillant. Après, on va essayer de s'interroger sur comment on en est arrivé là. Et puis après, on parlera plus concrètement des hypothèses ou en tout cas des propositions qui sont faites pour changer. Et ben Julien, justement, on va peut-être commencer avec vous. Quand vous avez créé Needle, vous êtes certainement parti d'un constat pour créer cette société. Tout à fait. Et d'ailleurs, ma vocation n'était pas nécessairement de créer ce projet. C'est à l'issue d'une thèse que j'ai consacrée à ce que j'appelais l'innovation narrative. Je cherchais à comprendre comment des auteurs inventaient de nouvelles manières de raconter des histoires et comment des lecteurs s'y intéressaient. Donc jusque-là, pas grand-chose à voir avec le web au sens large, si ce n'est qu'il s'agissait de récits en ligne qui s'affiliaient à la bande dessinée, donc qui se présentaient comme de la bande dessinée numérique. Et à l'issue de cette thèse, après avoir expliqué de quelle manière, comment le processus de production de sens se mettait en œuvre et aboutissait à de réelles innovations narratives, j'ai constaté que malheureusement ces innovations que j'avais vues naître, pour lesquelles j'avais discuté avec leurs auteurs, leurs lecteurs, elles ne perduraient pas. Alors pas dans le sens, elles existaient, elles avaient une économie, mais elles n'étaient pas reprises. D'autres ne reprenaient pas le flambeau et ne réitéraient pas ces manières de raconter des histoires. Et en cherchant à comprendre pourquoi, ce qui s'est imposé à moi, c'est que l'écosystème n'était pas favorable à ce type d'approche, d'innovation qui venait des individus. Et j'ai cherché à comprendre d'où ça venait, quel était le poids de cet écosystème. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir, au fil de quelques rapports qui sont parus autour de 2015, que c'était le cas aussi bien des auteurs de bande dessinée que des auteurs littéraires, que des journalistes. Finalement, tous les individus qui produisent, qui créent de l'information, des idées, des créations artistiques sont de plus en plus précarisées dans un écosystème qui est dominé par des grands acteurs qui dominent l'accès et le partage des contenus. Donc, ces grands acteurs, pour ne pas les nommer, Google, Facebook principalement, nos deux grands modes d'accès au contenu en ligne, c'est le moteur de recherche et le réseau social. Et c'est de là qu'est venu le raisonnement qui m'a amené à l'idée de Needle, c'est de me dire, mais ces interfaces du moteur de recherche et du réseau social, toutes les deux, elles ont été drivées par un modèle économique qui est le même, qui est celui de la publicité. À partir de ce moment-là, c'est formidable d'avoir des alternatives qui arrivent, plus respectueuses des données personnelles, qui sont open source, qui abordent les choses de manière plus éthique et qui font des réseaux sociaux et des moteurs de recherche d'une autre manière, mais on ne réinvente pas l'interface. Et à mon sens, c'était pas suffisant, il faut agir sur les deux tableaux. Et Tim Berners-Lee m'a donné raison en 2018 dans ses vœux à son invention pour les 29 ans du web, quand il a exprimé le fait que pour lui on était face à deux mythes qu'il fallait faire tomber. Le mythe que le modèle économique publicitaire était le seul valable, celui qui devait prévaloir, et le mythe selon lequel les interfaces qu'on avait aujourd'hui étaient indépassables. Et finalement, c'est ce raisonnement-là qui m'a amené fin 2015 à imaginer une autre manière d'accéder et de partager le contenu en ligne. Merci. Justement, Tristan Nitto, dans votre livre, on a parlé des données personnelles, et du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour des données personnelles, parce que, alors, on a nommé les coupables, donc
Parce que voilà, la question c'est est-ce qu'on va faire un procès des GAFA? Je voudrais pas que ce soit du tout un procès des GAFA. Ah bah si, on peut. On peut faire un procès, mais en fait l'idée est pas forcément de pointer du doigt, parce que je pense qu'il y aura aussi une question à aborder un peu plus tard, qui est la question des responsabilités peut-être partagées. On fait des choix aussi nous en tant qu'utilisateurs. Mais du coup, moi il y avait une première question qui m'intéressait énormément, c'était les données en fait. C'est qu'est-ce que ça veut dire quand nous on accepte de donner nos données? Alors en fait, on a un souci. Alors je ne sais pas qui est dans l'audience et à quel point vous êtes familier du numérique et de ses business models. Donc si vous me permettez, je vais essayer de reprendre un petit peu depuis le début pour que tout le monde soit au même niveau. Souvent, je fais quand je parle à des gens, je leur demande s'ils sont clients de Google et de Facebook. Et bien souvent, ils lèvent la main. Ils me disent, si vous êtes client de Google et de Facebook, levez la main. Alors beaucoup de gens lèvent la main. Et alors à ce moment-là, je leur dis, je leur montre une photo avec 2 vaches laitières dans un champ, et ces 2 vaches discutent. Et la première dit à la deuxième, j'adore cet endroit parce qu'on est nourri gratuitement. Et l'autre répond, ah oui, ça c'est super. En plus, on est logé gratuitement. Et la légende de la photo, c'est 2 vaches discutant du modèle gratuit. Parce qu'effectivement, et ensuite je demande à mon audience, est-ce que vous croyez vraiment que la vache est cliente du fermier? Non, évidemment que non. Bon, et réfléchissez, vous voyez le parallèle ou pas avec le fait que vous pensez être des clients de Google et de Facebook? C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé votre chèque mensuel à Facebook? Alors bon, de temps en temps, il y en a un qui lève la main, je fais non, désolé, vous êtes fait arnaquer, mais non, les gens réalisent bien qu'ils n'ont pas payé Facebook et ils payent pas non plus Google. En fait, à ce moment-là, ils réalisent qu'ils sont le bétail des grandes plateformes. Le vrai client du fermier, c'est la coopérative laitière. C'est la coopérative laitière qui donne du vrai argent au fermier en échange du lait qu'il a obtenu des vaches. Mais en fait, le business model des grandes plateformes, il est biface, c'est-à-dire qu'il va dans 2 côtés. D'un côté, il y a les utilisateurs et de l'autre côté, il y a les publicitaires. Les gens qui achètent de l'audience ciblée. Et c'est là toute la problématique. C'est que une plateforme telle Google ou Facebook, pour gagner de l'argent, elle doit tout savoir, elle doit profiler absolument les utilisateurs et donc capter un maximum de données personnelles. Pourquoi est-ce que Google vous donne Google Maps? Parce que ça active le GPS. Pourquoi il vous donne Gmail? Parce que ça permet de savoir que votre téléphone et votre ordinateur en fait correspondent au même profil, à la même personne. Pourquoi est-ce qu'il donne Android à Samsung? Pourquoi est-ce qu'il vous donne Google Chrome? Pourquoi est-ce qu'il donne Google Analytics, Calendar, Contact, etc. Tout ça, ce sont des chevaux de Troie pour pomper de la donnée personnelle, pour tout savoir sur chacun de nous. Ensuite, ils traitent cette donnée et ils savent qui est chacun de nous. Et là, ils vendent cher de la publicité ciblée à un annonceur publicitaire. C'est ça le vrai business model. Et nous, on est juste du bétail. Alors, on n'est pas retenu par des fils barbelés, on est retenu par des services qui nous rendent accros. Instagram, Twitter, Facebook, c'est des services qui nous rendent accros. On pourrait partir, mais demander à un héroïnomane s'il veut partir. Ben non, il est complètement accro, il est accroché à sa seringue. Ben nous, c'est pareil avec ces services. Mais on n'est pas les clients. Et donc, ça fait que cette donnée personnelle, elle est captée et ensuite, elle est monétisée. Ça veut dire que ça pose des problèmes en termes de business model. Ça veut dire aussi que ça pose des problèmes sociétaux. Quand on est tous sous surveillance, eh ben, ça pose un problème de liberté individuelle. Pourquoi est-ce que on a le droit à la vie privée et que c'est écrit clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est parce que si vous n'avez pas de vie privée, si vous ne pouvez pas réfléchir tout seul, vous ne pouvez pas avoir des idées dérangeantes, vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas inventer. Ça paraît un peu tiré par les cheveux comme ça, mais je vais vous donner un exemple très clair. Moi, je vais vous faire une confession. Je chante sous la douche, très très mal. Et je chante quand même, même si c'est pas... Mais dès que j'entends ma femme qui claque la porte de l'appartement, qui rentre et dit « Chérie, je rentre du jogging », ça me coupe complètement de sifflet. J'ai le droit de chanter sous la douche. Seulement, me sentant observé, je le fais plus. Et du coup, au karaoké, je suis complètement nul. Parce que j'ai jamais l'occasion de pratiquer. Bon, alors, à moins que je picole vraiment, mais bon, c'est une autre histoire. Je pratique pas, et donc je suis pas bon. Alors, ça paraît anecdotique, on s'en fout peut-être d'avoir des chanteurs dans les karaokés, mais seulement dans toute idée au début, elle est imparfaite,
et si elle est bonne, elle est dérangeante. Une idée d'entreprise, au début, elle est dérangeante. Parce qu'elle tient pas debout, elle n'est pas finie, il faut l'affûter. Elle est dérangeante. Et si on n'ose pas l'avoir parce qu'on se sent observé, parce qu'on est sous surveillance, eh ben, on n'innove plus. Mais ça peut être une idée politique aussi, qu'on ne voudra pas avoir, et qui mène au statu quo. Et je ne sais pas si vous voulez vraiment le statu quo aujourd'hui, mais moi je pense que le monde est suffisamment imparfait pour qu'on puisse avoir envie d'autre chose de mieux. Voilà. Merci. Victor, justement, sur cette notion de surveillance et cette notion on doit être des utilisateurs attentifs, vous aviez eu des propos assez forts. Mais en fait, là, tu disais... c'est pas le moment. Enfin, on va pas faire le procès des GAFA, mais bien sûr qu'on va faire le procès des GAFA. C'est hallucinant même que ça soit pas déjà fait depuis 10 ans. On a laissé s'installer des monstres. Le gros problème aux États-Unis, c'est que les lois antitrust, en fait, elles se fondent pour voir si une entreprise est dominante sur les prix. Elles regardent si une entreprise grossit tellement qu'elle fait chuter les prix par rapport à ses concurrents. Sauf qu'on est sur des business models gratuits. Et c'est comme ça qu'on n'a pas appliqué les lois antitrust aux monstres que sont devenus Google, Facebook, etc. De yeux, il y a quand même une autre problématique hors les données. Ce que les opérateurs téléphoniques, moi je travaille pour les opérateurs, avaient de plus pendant longtemps, c'est qu'ils avaient vos numéros de téléphone. Ce que ne possédaient pas ni Google, ni les GAFA. Et voilà. Aujourd'hui, depuis 2 ans, ils se sont rendus compte que posséder votre numéro de téléphone, c'est indispensable. Vous pouvez vous inscrire tout à fait anonymement sur votre compte Gmail, etc. Mais maintenant, on va vous le demander et on va vous le redemander. Instagram, vous pouvez plus vous inscrire sans numéro. Pourquoi ? Parce que ça permet de vous traquer absolument partout. Et ça, le numéro de téléphone, c'était une donnée pour le coup hyper privée qui n'appartenait qu'aux opérateurs et qui est hyper surveillée. Aujourd'hui, elle ressort de la surveillance et elle repart dans la nature. Vous avez sûrement vu l'annonce de Facebook, là, qui va lancer une monnaie virtuelle qui s'appelle Libra. Alors évidemment, Zuckerberg a pris des conseillers en com qui lui ont donné un nom latin qui veut dire équilibre, etc. Faut pas oublier qu'en 2015, en Inde, Facebook, sous couvert d'humanitaire, a proposé de donner à des millions d'Indiens Internet gratuitement. Et l'Inde, au final, a bloqué en disant que c'était du capitalisme numérique et que c'était aussi de on parle maintenant de colonisation numérique. C'est-à-dire que le business dominant des GAFA impose un modèle au monde. Et en fait, dans cet Internet qui donnait aux gens, on n'avait accès qu'à Facebook. Là, avec Libra, ils sont en train de créer une monnaie virtuelle qui va toucher les 2,3 milliards d'utilisateurs de Facebook. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 2 fois la population de la Chine. Donc ça veut dire qu'à un moment, quand vous ferez des transactions avec cette monnaie, sous couvert d'humanitaire, Facebook a à la fois vos données, il a à la fois ce que vous achetez. Il a à la fois votre manière de consommer et vos paiements. Donc il possède l'intégralité de la chaîne de valeur. Aucun État aujourd'hui, ni aucun système économique n'a autant. Et sur la notion de données, ils sont très subtils. Alors les GAFA vont avoir un procès parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un argument électoral aux États-Unis de remettre en question les GAFA. Donc Trump est en train de s'en servir. Les démocrates sont très gênés sur cette question parce que les démocrates sont globalement favorables à la Silicon Valley, qui est quand même pro-démocrate souvent à part le patron d'Uber. Et ils sont du coup très gênés. Mais là, ça arrive massivement. Et il y a pas que vos données personnelles. En fait, Facebook et Google vous tracent très intelligemment par la manière dont vous écrivez. Par exemple, on sait très bien qu'une femme va souvent mettre dans ses mots « peut-être que », je pense que, il me semble que, ça c'est à 90% féminin. Elles vont mettre des images, des icônes avec love, etc. Alors ça c'est peut-être des clichés, mais c'est la vérité dans les analyses. Et par contre, on va tracer un profil masculin avec s'il met des photos de baseball, etc. Et ça permet après de créer une inégalité déjà homme-femme considérable sur le net, où vous, en tant que femme, on va vous bombarder d'assurance maladie ou d'assurance, etc. Typiquement pour votre cas féminin, et les hommes vont avoir des assurances bancaires qui sont pas du tout les mêmes. Donc, en plus du fait qu'on est en train de bouffer complètement votre vie privée, on est en train de vous créer des modèles économiques futurs de ciblage publicitaire qui vont vous impacter de la naissance à la mort sur une seule route. Et c'est ça qui est terrible. Merci. Quand on parle du web, on parle aussi d'un web, c'est-à-dire que ça a été créé en Silicon Valley, on va dire, que c'est notamment des hommes blancs. Est-ce qu'il n'y a pas une diversité, ça va, à essayer d'avoir dans le web ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, il faut de la diversité dans tout, que ce soit dans le web ou ailleurs. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, donc je suis la cofondatrice donc de Become Tech, qui est un
une association qui œuvre en fait pour la mixité dans l'IT, et on propose en fait des programmes d'initiation au numérique et à la programmation informatique aux filles dès la troisième. Et ça pour lutter en fait contre le très faible nombre de femmes qui existent dans ce que j'appelle l'univers très technique en fait de l'informatique, qui est pour moi absolument nécessaire pour pouvoir répondre en fait à un besoin tout simplement de la planète qui fait qu'on est composé et d'hommes et de femmes, voire un peu plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Au-delà de cette diversité genrée, la diversité culturelle, sociale, sociologique est importante aussi pour pouvoir répondre à l'ensemble des enjeux et à l'ensemble du fonctionnement en fait de la planète, en essayant de lutter justement contre des acteurs dominants qui imposeraient une manière de faire, une manière de vivre, une manière d'être et de se comporter, notamment sur le web. Donc oui, pour moi, la question de la diversité est plus que fondamentale pour essayer d'avancer vers et de s'approprier en fait des outils et des usages qui vont un petit peu plus correspondre à ce que devrait être un petit peu l'idéal de la planète. Alors l'histoire de l'humanité nous montre bien que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il y a toujours eu des civilisations dominantes, des communautés dominantes, et après tout c'est aussi ce qui a fait l'histoire de l'humanité, d'être dans la confrontation. On arrive peut-être aujourd'hui à une réflexion sur la chute de la civilisation web en fait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre ? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer ou pas l'améliorer ? Et je pense qu'effectivement il y a depuis là ces 3-4 dernières années, ça monte en puissance, et je le vois au sein du Conseil national du numérique que je préside, où les réflexions se font sont de plus en plus axées autour de ces sujets. Une volonté en tous les cas déjà de déterminer où avons-nous pris un mauvais chemin, qu'est-ce qui s'est passé. Et est-ce qu'on est en capacité de corriger, de retourner vers quelque chose de plus humain ? On a l'habitude de dire de revenir sur de l'humain centré. Moi, je dis attention, pas trop humain centré non plus. Ne nous enfermons pas. Mais de voir en fait comment est-ce qu'on pourrait, en gros, répondre à cette promesse qu'avait eu le web d'être inclusif, ouvert, pas tout à fait paritaire, parce qu'effectivement, même si l'informatique a combiné avec les femmes, le web pas tellement, malheureusement. Mais en tous les cas, de peut-être lutter contre ces drames de l'humanité qui sont la discrimination, l'exclusion, le racisme, la xénophobie, etc. Et de ne pas retrouver en fait ces problématiques-là aussi dans cet univers virtuel. De ne pas en plus, avec ce que disait Victoire, avec les algorithmes ou autres, qui nous enferment de plus en plus en fait dans des catégories et dans des stéréotypes dont on peut pas forcément s'extraire en plus. Et en plus de façon assez perverse, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, nous utilisateurs, qu'on est de plus en plus enfermés dans des espèces de bulles dans lesquelles finalement il est très difficile de s'extraire. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était effectivement, vous avez posé la question de mais comment on en est arrivé là ? Et en fait, c'est un peu une question que je voudrais poser à tous les quatre, c'est-à-dire que comment est-ce qu'à un moment ou à un autre, les États ne se sont pas emparés du sujet et ne se sont pas dit on est en train de confier à d'autres personnes des choses qui sont quasiment on va dire, régalien. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a confié des infrastructures à Google et à Facebook. À un moment ou à un autre, on a décidé que Facebook allait former les chômeurs à des techniques du numérique. Enfin, c'est quoi ? C'est une complaisance ? C'est un manque de visibilité ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tristan. Alors j'ai une petite idée sur la question. C'est une question de vitesse, en fait. Le monde s'est accéléré ces dernières décennies. Donc le web a 30 ans. Cette année, le smartphone en a 12. Enfin, le smartphone moderne, l'iPhone, 2007. Hein. Donc imaginez, 12 ans... 12 ans, il y a tout juste 12 ans, il n'y avait pas l'iPhone, quoi. Imaginez, là, je vous retire tous votre smartphone pour 24 heures. Sympa, hein, comme perspective. Non, mais je vous les rendrai demain, hein, ou la semaine prochaine, je sais pas, on va voir. Non, mais j'espère que vous ressentez la peur, quoi. Normalement. Parce que je sais bien que ce matin, si vous avez laissé votre smartphone sur la table de nuit, vous êtes remonté
le chercher parce que vous savez que la journée va être super compliquée si vous l'avez pas avec vous. Et ben ça, c'était il y a 12 ans, cet objet, il n'existait pas. Et il a conquis, je dirais pas dire le monde entier, mais en tout cas quelques milliards peut-être de personnes, et en tout cas en Occident, vraiment beaucoup de gens. Et ça, écoutez, c'est un truc qui est arrivé en juste 12 ans. Et évidemment, les États n'ont pas la possibilité de bouger à une vitesse pareille. Vous avez qu'à voir à quel point c'est difficile de faire une réforme dans un beau pays comme le nôtre. Donc, vous voyez, 12 ans, c'est 2 quinquennats et demi, quoi. Donc, c'est vraiment très peu à l'échelle du politique, et pourtant, à l'échelle du numérique, c'est une révolution tout entière. Puis en plus, ils nous ont attirés, en fait, enfin, comme on attire des guêpes avec du miel, quoi. On est tombé dans le panneau, mais alors d'une force incroyable, avec des tas d'outils hyper addictifs. Enfin, voilà, pourquoi j'ai fermé mon compte Facebook. 1, parce que Zuckerberg est un type dangereux, et 2, parce que je me rendais compte que je contrôlais absolument pas ma consommation de cette chose-là. Mais si vous avez joué à 2048 ou à Candy Crush, vous savez ce que c'est aussi, quoi. Ou à Twitter. Moi, je joue encore beaucoup à Twitter. C'est un jeu, en fait, hein, mais voilà. Julien, peut-être vous avez un regard... Oui, j'ai peut-être un témoignage de ce que je peux observer dans le monde académique. On y va sans même se poser de questions, alors que typiquement, on est théoriquement la matière grise de l'État. On est payé pour ça. Et ça ne nous empêche pas d'ouvrir grand nos portes à des formations organisées par Google, d'en faire la publicité dans nos locaux, sur nos médias institutionnels. L'Université de Lorraine n'est pas la dernière à le pratiquer. Certains établissements ont très sérieusement envisagé d'adopter la suite de Google pour tout le travail collaboratif. Malgré la levée de boucliers de syndicats et de maîtres de conférences et de professeurs en sciences de l'information et de la communication, donc les experts du domaine ont dit à leur conseil d'administration non, il ne faut pas y aller, c'est dangereux, il y a tel et tel risque. Ils n'ont pas été écoutés. Ce qui a infléchi la balance, c'est une note ministérielle qui s'adressait aux collectivités territoriales, donc pas du tout pour répondre aux questions des universitaires, et qui expliquait simplement qu'en tant que service de l'État, on n'était pas censé stocker nos données dans un cloud aux États-Unis. Et c'est ça qui a infléchi la décision d'un établissement universitaire qui s'apprêtait à adopter la suite de Google, et pas le point de vue des chercheurs eux-mêmes spécialistes de la question. Donc quand on en est là, c'est vraiment qu'on en est très loin. Et tout ça, pourquoi ? Tout ça, effectivement, parce qu'on est tellement attiré par ça. Il y a un effet mouton de panurge. Les autres y vont, il faut y aller, donc on y va et on y retourne. Et Twitter est effectivement qu'un jeu. Mais si on n'est pas sur Twitter quand on est un politique ou un journaliste, on est complètement en dehors des clous. Et pourtant, je me suis fait la réflexion il y a quelques mois, la confiance dans les politiques comme dans les journalistes a jamais été aussi basse, et elle a jamais été aussi basse que depuis qu'ils ne surveillent que les indicateurs de Twitter pour savoir quel est leur degré de popularité, leurs retweets, qui font leurs déclarations sur ce média. Voilà, c'est qu'une observation, je vous la livre comme ça. On peut quand même s'interroger sur les outils de communication qu'on utilise et puis leur impact sur le débat public. Moi, je rajouterais que moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir en fait sur qu'est-ce que le web et pourquoi je l'utilise, je me suis toujours posé la question de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de formation ? Pourquoi on n'est pas éduqué à utiliser le web ? Que s'est-il passé pour que ce soit... moi, c'est le seul univers où on est complètement totalement autodidacte, avec un impact massif en fait. Qu'on soit autodidacte en cuisine pour sa famille, tout va très bien, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais jusqu'à la première intoxication alimentaire. Oui, mais c'est un environnement bienveillant. Je te taquine. Mais du coup, c'est ça qui m'a interpellée. Et je pense que c'est peut-être là le premier point, en fait, qui a été un peu la grosse erreur de l'ensemble des gros États occidentaux, pour être tout à fait franche, des pays développés, c'est d'avoir cru que l'auto-formation, parce qu'au départ, on n'était que sur de la recherche d'informations, d'échange d'informations, de films, de musique, etc., avec pas encore véritablement d'économie derrière, pas cette fameuse économie de l'attention. C'était un peu inoffensif. C'est comme si on entrait dans une bibliothèque et qu'on consommait
de la culture, de l'histoire, du savoir, de la connaissance. C'est à partir du moment où c'est devenu un système économique à lui tout seul que là, les États n'ont pas su effectivement savoir comment y répondre. Et ce qui, moi, m'interpelle beaucoup aujourd'hui en tant que présidente du CNU et puis en tant que simple citoyenne, c'est comment est-ce qu'on pourrait travailler collectivement à redonner de la souveraineté en fait aux États. Et que la souveraineté ne soit pas petit à petit... qu'il n'y ait pas un glissement en fait de souveraineté vers des acteurs économiques. Ce qui serait, je pense, un peu une première dans l'histoire de l'humanité, qu'on ait un des acteurs économiques qui soit américain, chinois, peut-être un jour africain, je désespère pas, on sait jamais, joue en fait le rôle de ce que nous avons estimé être un état de droit et sur lequel notre pacte social sur la planète est basé. Et un état, je vous rappelle, un état, c'est une entité qui doit protéger sa population. Donc, voilà. Donc, c'est ça. D'abord, c'est son premier devoir, c'est de protéger sa population, de l'éduquer et de battre monnaie. Aujourd'hui, Facebook bat monnaie et éduque, avec en plus la complicité des universitaires. Donc je dis pas, c'est une petite boutade. Mais c'est voilà, Google donc on accueille Google, Facebook, j'ai pas encore vu, mais effectivement, c'est du même ordre. Mais ça m'interpelle aussi beaucoup par rapport aux États, aux pays non développés. Là, je m'intéresse beaucoup moi aux enjeux du numérique en Afrique. Et je passe mon temps à interpeller les dirigeants et les gouvernants, leur dire pourquoi est-ce que vous laissez Google et Facebook œuvrer dans le cadre universitaire, secondaire, primaire, pour pallier à des problématiques économiques, hein, très, très très clairement, alors que vous pourriez en fait faire des partenariats un peu plus intéressants et un peu plus intelligents avec eux. À chaque fois, je leur dis c'est vous l'État, c'est pas eux. Eux, c'est une entreprise, d'accord ? Vous, c'est l'État. C'est vous qui devez imposer et mettre en place en fait la politique que vous avez envie de mener. Donc, je pense qu'il serait peut-être temps de. Alors, le Conseil national du numérique avait appelé en fait à la création d'un bac numérique, humanité numérique, qui commence là avec la réforme du projet Blanquer, qui commence un petit peu à s'installer, mais je trouve pas encore de manière suffisamment massive. J'estime que le computer science devrait être étudié dès la 6e, comme on a mis les sciences physiques, la biologie et les mathématiques, parce que certes les usages sont importants, mais comprendre comment techniquement tout cela fonctionne pour pouvoir avoir une approche plus généraliste, une culture générale de la technicité aussi du web, parce que le web c'est pas que naviguer sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Ça peut être aussi tout à fait autre chose. Je pense qu'il est important que maintenant on commence à acquérir une vraie culture générale technique de comment fonctionne en fait ce monstre pour pouvoir en fait se l'approprier et en faire l'usage dont on a envie et non plus être effectivement dans cet effet de domination. Oui, puis en fait d'être passif, parce qu'on est vraiment passif. On a adopté, alors les générations qui ont vu naître le web, on l'a adopté de façon assez simple, sans se poser aucune question. C'est vrai que ça grandit avec nous en fait, et l'usage, ce qui est devenu est grandi avec nous, et que du coup on a eu du mal peut-être à prendre du recul sur le monstre que ça a pu être tout d'un coup apparaître, parce qu'on est tous un peu tombés des nues quand tout d'un coup on a découvert le scandale de Cambridge Analytica par exemple, ou comment tout d'un coup on peut manipuler sur les réseaux sociaux. Moi j'ai juste peut-être 2 questions avant de passer à un côté un petit peu plus positif de comment on va changer tout ça. Ma première question, c'est comment ça se fait alors que par exemple si on regarde la fin du 19e siècle, dès qu'il y a eu des grosses entreprises qui se sont créées aux États-Unis, on a eu un Sherman Act et on a interdit ça. C'est-à-dire qu'on a interdit ces oligarchies, on a interdit cette dominance. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui s'est fait sur Facebook ? Ça, c'est une vraie question. Vas-y, Victoire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le gros problème, c'est que le modèle est gratuit. Et ça a complètement désarçonné le législateur. Les gens ne savaient pas du tout comment faire face à un modèle gratuit. Et tout le monde connaît la phrase anglaise qui dit « There is no free lunch ». Il n'y a pas de déjeuner gratuit, il y a forcément quelque chose derrière. Si vous étiez un peu intéressé en 2006-2007, on se rendait compte déjà du monstre qu'allait être Facebook très très facilement. Et puis il suffit de voir l'audition de Zuckerberg au Sénat américain. Ils sont complètement à la ramasse sur le sujet du numérique, les sénateurs. C'est des sujets pointus sur lesquels personne n'a aucune culture générale.
et ce que tu dis est extrêmement juste. En fait, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est en train de former des travailleurs du clic. Donc on forme toute une génération d'étudiants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Airbus fait une annonce comme quoi ils vont avoir besoin de 50 000 personnes dans le numérique. Et on n'a pas assez de développeurs, on n'a pas assez de codeurs. Sauf que ces développeurs et ces codeurs, on les forme non pas pour penser des architectures, mais pour pondre des lignes. Et donc de pas réfléchir à un système global. Et à l'époque, il y a encore 20-25 ans, vous faisiez un bac scientifique, on vous apprenait à vous servir de l'ingénierie. On vous apprenait vraiment à construire un système. Aujourd'hui, non, on vous apprend à construire des lignes et des morceaux d'un système. Et donc, il faut remettre vraiment à sa place toute l'éthique. Et puis, il faut rendre hommage quand même à l'Europe. La RGPD qui peut vous sembler hyper rébarbative, en fait, c'est une avancée extraordinaire. C'est pas du tout au point, c'est lourd, etc. Mais c'est en faveur de l'Europe. Hein. Clairement, on n'aurait pas pu faire ça si on avait été un pays isolé. Et l'Europe est en train de se positionner comme un continent à la pointe de l'éthique dans le numérique. Le Canada est encore plus avancé que nous, et les États-Unis, pour le coup, sont en train de regarder ce qu'on fait pour savoir comment gérer. Et puis il y a un autre problème sur l'addiction. Si ça vous intéresse, l'addiction du produit web, il faut que vous alliez sur les sites qui s'appellent Time Well Spent. Le grand designer de Facebook et de Google, aujourd'hui, est en plein mea culpa. Bon, il a gagné des millions au passage, donc c'est facile de faire son mea culpa maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, dans la Silicon Valley, on a embauché des spécialistes de la psychologie. C'est toute l'école de Palo Alto. Et pourquoi vous regardez votre mobile à peu près 150 fois dans la journée? Parce que les applications et les sites fonctionnent comme des machines à sous et vous donnent des... On vous récompense pas directement, on vous récompense de manière alternative, ce qui vous rend accro. Et surtout, on vous donne pas l'information directement. De même que dans un magasin, le lait va être mis derrière parce que c'est un produit de première nécessité. On va vous faire balader dans le magasin. On va vous faire balader sur toute la newsfeed, par exemple, sur Facebook. Et en fait, dans ce nouveau web, se pose la question aussi de redesigner toutes les interfaces produits pour, un, que vous perdiez pas de temps, deux, vous alliez directement à votre info, et pas qu'on vous fasse perdre en fait des heures, parce que le but des GAFA aujourd'hui, c'est de vous garder des heures sur le... Et puis enfin, oui, c'est difficile de résister à Google. Quand ils ont voulu numériser les livres il y a 10 ans, ça a été une levée de bouclier énorme. La Bibliothèque nationale de France hurlait, on criait au scandale, etc. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent. Donc on est ravis que Google puisse faire ce genre de choses. Tout le monde accepte les services gratuits de Google Analytics. Les gens n'y connaissent rien. Donc on nous donne des services gratuits, on accepte. Hein. Il y a un gros problème aussi monétaire. Et puis troisièmement, toutes les petites entreprises et les travailleurs indépendants sont dépendants de Facebook et du système. Ils font leur pub gratuitement. Et aujourd'hui, comment arrêter ça? Je ne sais pas. On va essayer de réfléchir à ça, Tristan. Comment est-ce qu'on change tout ça? Alors, c'est difficile parce que effectivement, on n'a pas eu cette éducation et on se retrouve dans aujourd'hui quelqu'un qui rentre, enfin qui découvre le numérique. Il voit, il est positionné comme consommateur. En fait, il peut cliquer sur des produits. Moi, j'ai fait il y a 10 ans une présentation où je montrais un iPhone et un distributeur dans les gares. Vous savez, on met une pièce où maintenant on paye sans contact et puis vous avez un sachet de M&M's. Et en fait, les deux se ressemblent étrangement quand on les met côte à côte. Alors évidemment, il y en a un qui fait 2 mètres de haut et l'autre il fait 12 cm, mais sinon c'est la même chose. Vous cliquez et vous obtenez quelque chose, un sachet de M&M's ou bien Google Maps ou bien Twitter, etc. On est dans une position où on est bien loin de faire la cuisine familiale, où on va choisir ses ingrédients, où on va améliorer une recette, où on va partager, parce qu'en fait tout ça c'est fait pour de la consommation complètement individuelle. Mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce système qu'on voit aujourd'hui, on est dans cette position de cliquer, consommer, c'est pas ça. Le web a ceci d'extraordinaire, et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent quand même connaître, parce que finalement aujourd'hui, on peut toujours créer avec du web. Le web est fabuleux en ce sens qu'il permet d'innover sans demander la permission. En fait, si vous avez un PC, quelques dizaines d'euros pour votre connexion fibre et de quoi acheter un nom de domaine, hein, chez Gandhi, ça vaut 13 euros, je crois, un .fr.
vous pouvez créer, alors il faut du temps, il faut du savoir-faire, et donc ça veut dire derrière, il faut de l'éducation, mais c'est possible d'inventer quelque chose sur le web aujourd'hui. Sur mobile, ça va être beaucoup plus cher. Déjà, de mémoire, je crois que c'est quelques centaines de dollars pour avoir accès au kit de développement d'Apple. Donc en plus, il vous faut une carte bleue qui est quand même nettement plus approvisionnée que les 30 € d'abonnement à la fibre. Mais sur le web, vous pouvez créer des choses et avec des technologies qui sont finalement très simples. HTML5, le succès de HTML, c'est parce qu'il est lisible par l'humain avec quasiment pas de documentation. Les feuilles de style, en fait, il faut savoir qu'en fait dans le web, il y a 3 ou 4 choses à connaître. HTML, les feuilles de style CSS, JavaScript et la notion d'URL et de protocole HTTP. Ça, c'est les vraies inventions de Tim Berners-Lee et c'est pas des choses compliquées. Bon, les CSS, ça peut devenir compliqué, JavaScript, ça peut devenir compliqué, mais au départ, ça ne l'est pas. Vous pouvez commencer à construire avec des bribes de savoir-faire de ces briques technologiques qui sont, qui plus est, disponibles gratuitement. Un PC avec un éditeur de texte gratuit vous permet de construire votre première page web, votre premier site web et finalement vos premiers outils technologiques. On peut avoir cette appropriation, c'est possible. Et vous avez votre coin du web à vous, pour pas cher. Mais ça, on l'a oublié. Aujourd'hui, tout le monde crée sa page sur Facebook. Alors, c'est vrai que c'est plus rapide que de se farcir 10 pages de manuel HTML, mais sauf que c'est pas la même chose. C'est comme, regardez, c'est comme remettre 2 € et avoir un paquet de M&M's et dire ça y est, je suis nourri, ou bien apprendre à faire la cuisine, c'est-à-dire qu'on va se brûler, qu'on va mettre trop d'huile ou pas assez au début, enfin bon. Mais après, on sait faire la cuisine pour toute sa famille, pour beaucoup moins cher, avec ce qu'on veut. Et alors que si vous nourrissez votre famille à coup de M&M's, ça va mal finir. Vous voyez ? C'est exactement ça, en fait, le problème. Mais il faut une éducation. Il faut qu'on vous ait expliqué que le M&M's, c'est de la malbouffe. Sinon, vous allez continuer à mettre des pièces de 2 € pour nourrir votre famille au M&M's. Et du coup, justement, Julien, vous avez créé Needle, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu. Oui, ça se passe à l'étage du dessus, parce que mon constat, c'était qu'effectivement, ceux qui veulent peuvent encore créer des choses innovantes, inventives et partager quelque chose sur le web, mais aujourd'hui, qui les trouve ? Le gros problème, c'est que moi j'ai connu le web de la fin des années 90, début des années 2000. J'ai découvert ça à mon entrée dans l'âge adulte et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on avait tous accès aux pages de tout le monde et puis on envoyait un petit mail à celui qui avait fait quelque chose qui nous avait plu et tout ça se passait de manière très naturelle, spontanée. On était vraiment dans le village global. Moi je l'ai vécu de mon petit bout à lorgnette. Mais aujourd'hui c'est plus ça du tout. Aujourd'hui l'accès il est verrouillé par des moteurs de recherche, des réseaux sociaux. Et par deux modèles qui finalement, sur un moteur de recherche, on ne va trouver que ce qu'on cherche. Au-delà même de son modèle économique, de tout ce qui est critiquable, il faut d'abord avoir l'idée de chercher quelque chose avant de pouvoir le trouver. Et sur un réseau social, on ne va trouver que ce qui est partagé par les gens qui sont dans notre entourage, qu'on a identifiés comme étant des experts qu'on avait envie de suivre, voilà, des gens qu'on a déjà repérés. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose qui nous sort de cet ordinaire-là, quelque chose qui est à même de nous amener vers des territoires inconnus, nouveaux pour nous, étrangers à nous, et qui du coup nous permettront d'imaginer et d'innover. Parce que l'innovation, si j'ai bien appris une chose de mon travail sur l'innovation narrative, c'est qu'elle n'est pas à partir de rien, c'est pas Eureka dans ma baignoire à partir de rien du tout, c'est Eureka dans ma baignoire à partir de cadres de référence que j'ai assimilés puis que je me mets à organiser de manière originale. Et encore faut-il que j'acquière des nouveaux cadres de référence pour pouvoir les assembler de manière originale. Et si je ne suis exposé qu'à une information qui est décidée par le calibrage qu'on a fait de moi, et qu'est-ce qui ne va pas me bousculer de trop, qu'est-ce qui va me garder présent le long d'un newsfeed, j'ai aucune chance d'innover. Et pour moi, c'est ce que je désigne comme une crise de l'inspiration. On a des crises écologiques, économiques, sociales, et presque au-dessus de celles-là, si on veut les résoudre, il va falloir qu'on innove, qu'on imagine autre chose. Pas innover dans une course effrénée à la croissance et à la rentabilité, innover pour imaginer le monde de demain. Et on ne peut pas imaginer le monde de demain si on n'a pas accès à des choses qui nous sortent de notre ordinaire, qui nous permettent de nous intéresser à quelque chose qui nous est un peu étranger. Et c'est l'idée de Needle, en fait, c'est de se dire que toutes et tous, ça nous arrive de trouver des aiguilles dans la meule de foin du web. Ça nous arrive toutes et tous de trouver parfois une page web qui malgré tout nous inspire. Au milieu de tout le reste, il y en a une qui sort du lot. Et cette page web, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Tout au plus, on va la brandir sur un Twitter, un Facebook, et puis au bout de quelques heures,
elle aura jamais percé la bulle, l'aiguille. Elle sera restée, voilà, on en aura discuté un petit peu, et puis elle aura été oubliée, chassée par la suivante et la suivante. Alors que si on disposait tous d'un fil, notre fil de pensée, pour relier toutes ces aiguilles entre elles, eh bien, la force des technologies de réseau, je préfère parler de maillage aujourd'hui, c'est qu'on peut monter en gamme sur l'intelligence collective. Je ne parle pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est qu'un outil pour analyser des données qu'on a constituées nous-mêmes, qui viennent des êtres humains, et on les analyse, et ça permet de nous accompagner, de nous aider. Mais si on veut vraiment innover, il faut l'intelligence collective. Et cette intelligence collective, on a des outils pour la mettre en place. Si on peut savoir qu'on croise le fil de quelqu'un d'autre, vous, peut-être que tel article, vous l'aurez retenu, et moi aussi. Par ailleurs, vous avez sans doute des thématiques d'intérêt, des centres d'intérêt, de préoccupation qui sont diamétralement opposés aux miennes, très orthogonales à mes sujets de préoccupation habituels. Mais parce qu'on se sera croisé sur un article qui, vous et moi, nous auront inspiré peut-être pour une raison différente, je serai peut-être prêt à faire ce pas vers ce qui vous intéresse, vous, au quotidien, auquel moi je ne m'intéressais pas jusque-là, et ça va m'ouvrir des perspectives. Peut-être que ça ne va pas m'inspirer, que je ne vais pas l'ajouter à mon propre film, mais au moins j'en aurai pris connaissance. Et prendre connaissance de quelque chose qui nous sort de l'ordinaire, bah, ce n'est pas si courant que ça. Voilà, Needle a été fait pour ça, c'est simplement une extension qu'on ajoute à son navigateur, qui vous ajoute une petite aiguille, et quand vous tombez sur une de ces aiguilles sur le web, vous l'ajoutez à votre fil. Immédiatement, Needle vous donne accès à tous ceux qui l'ont déjà fait avant vous sur cette même page, et a posteriori, pourquoi pas 2 mois, 3 ans plus tard, si quelqu'un vous y croise, vous le saurez. Ça veut dire que même quelque chose sur lequel vous êtes le premier arrivé, peut-être que le capital que vous constituez en l'ajoutant à votre fil, vous allez pouvoir en bénéficier par la suite. Et vous en faites aussi bénéficier le reste de la communauté des utilisateurs. Merci. Donc du coup, en fait, l'idéal, ce serait peut-être une des pistes, je sais pas, Salva peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de passer de ce web, donc en fait de l'attention, qui est qu'on se capte tout de suite notre attention, à un web de la connaissance, comme vous proposez un petit peu? En fait, on est capable de passer à tout. Je vais sûrement pas, moi, dans ma modeste posture, je vais sûrement pas vous dire qu'il faut qu'on passe absolument que au web de la connaissance. En fait, sincèrement, je pense que le web de cette économie de l'attention, il est là et il est là pour durer. Donc, je crois qu'il faut juste l'acter. C'est toute la difficulté qu'on peut avoir de se dire, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de l'éradiquer. C'est pas possible. Ça va prendre énormément de temps. Et est-ce que véritablement nous devons mettre notre énergie là-dedans? Non, moi je pense qu'il faut qu'on mette notre énergie plutôt dans meilleure éducation pour justement comprendre à contrer en fait cette économie de l'attention si on en a envie. Parce que moi je suis un peu j'aime avoir mon indépendance, donc oui, si j'en ai envie et si j'ai la capacité de choisir, ok, mais je veux pas qu'on me l'impose. Donc il y a de ça, et je pense qu'ensuite effectivement collectivement, parce que l'humain est comme ça et que je trouve qu'avoir plusieurs courants de pensée c'est beaucoup plus intéressant. Oui, continuons à construire autre chose. Donc je pense qu'à un moment donné, arrêtons en fait d'avoir la même attitude que provoquent en fait les Google et les Facebook dans cette polarisation. Sincèrement, je pense que ça n'aura aucun effet intéressant. Parce que aujourd'hui, la connaissance n'est pas égalitaire sur l'ensemble de la planète pour pouvoir lutter à armes égales. Les moyens ne sont pas les mêmes, et que malgré tous les propos, et effectivement, quand l'Europe décide d'imposer en fait plus d'éthique, à côté, il y a quand même de très très grosses volontés à créer des licornes. Parce que c'est le pouvoir économique et que il faut créer des licornes face à celles qui viennent de la Silicon Valley ou celles qui viennent de la Chine. Et je vois pas pourquoi, parce que nous, en Europe, on créerait des licornes, elles seraient spécifiquement plus éthiques ou plus fair-play que les autres. Je pense qu'il y a des limites aussi à l'être humain qu'il faut pas se voiler, voilà, donc et qu'il faut assumer. Par contre, donner toujours la possibilité, et ça, l'Europe effectivement l'a toujours fait, donner toujours la possibilité à des alternatives et ne pas tuer en fait ces alternatives. Je suis entièrement d'accord que sur le web, effectivement, l'innovation est facile, mais quel type d'innovation ? Comment est-ce qu'on encadre cette innovation ? Je pense que tout le monde a applaudi au départ, dans les secondes de l'annonce, la création d'Uber, en se disant « Ouais, génial, ça va résoudre mon problème de taxi à 2h du mat. » Très bien.
Et puis aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup avec les travailleurs des plateformes, et nous au CNUM, on s'est beaucoup mobilisé contre la loi LOM, la loi sur les mobilités. Être un travailleur des plateformes aujourd'hui, être un chauffeur soi-disant indépendant, Deliveroo, Uber ou autre, il n'y a rien de plus dépendant, il n'y a rien de plus dévastateur, il n'y a rien de plus précarisant. Le problème, c'est que je suis entièrement d'accord sur il faut innover dans la mobilité, très bien, mais comment est-ce qu'on innove dans la mobilité sans casser en fait des acquis sociaux? Or là, aujourd'hui, dans notre socle législatif avec la loi LOM et notamment l'article 20, nous sommes en train de créer en fait une brèche dans les acquis sociaux pour laquelle la France s'est battue et que tout le monde nous envie et nous jalouse. Et quand je parle d'acquis sociaux, c'est que les travailleurs des plateformes, et c'est un exemple, et ça rejoint aussi beaucoup les travailleurs du clic, ce n'est qu'un exemple dans cette économie de l'innovation où vous avez en fait des indépendants qui n'ont quasiment aucun droit. Ils n'ont aucun droit. Or, le droit du travail en France, le droit social en France, ce n'est pas ça. Et travailler en France, ce n'est pas travailler pour se précariser, c'est travailler pour évoluer. Donc je pense qu'il faut agir en fait sur plusieurs fronts, bien montrer, mais on y arrivera et on arrivera en fait à quelque chose, à mon sens, et à faire passer des messages que si parallèlement à ça, nous faisons vraiment de l'éducation massive et profonde. Sinon, nous aurons exactement les mêmes résultats que ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes de polarisation en fait des pensées et des propos. Et ça, je pense que ça peut être un très gros danger pour nos démocraties. Alors, full disclaimer, je suis un ancien du Conseil national du numérique d'une génération précédente. Donc sur l'éducation, je ne peux que plus soyer qu'approuver énergiquement sur cette nécessité absolument indispensable de faire de l'éducation au numérique. Parce que sinon, on va continuer à être des crétins qui mettent des pièces de 2 euros dans des machines dans les gares, pour avoir des M&M's. Là où je suis en désaccord, c'est que on n'est pas obligé, il n'y a pas de fatalité à être une colonie numérique de Google et de Facebook, donc des Américains et peut-être même plus tard des Chinois. On peut faire des choses en Europe et on n'est pas obligé de les faire avec des valeurs américaines ou des valeurs chinoises. Le RGPD et même avant la CNIL c'est français, le RGPD c'est européen. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des valeurs européennes qui sont alors peut-être pas faciles à observer, mais en Europe on a une approche où on veut faire des citoyens, là où aux États-Unis ils font des consommateurs et là où en Chine ils font des sujets. Vous voyez, des sujets de suzerains, de souverains, de dictateurs. C'est pas une démocratie, la Chine. Et aux US, tout est à vendre, y compris votre vie privée. Les data brokers, c'est américain. C'est de la donnée personnelle qui est vendue en masse. En Europe, on peut faire des choses localement et qui existent localement et qui sont plus éthiques. Donc c'est vraiment, c'est vraiment les deux mamelles, on va croire que je fais une fixation sur les vaches, de Quant, à savoir faire un service qui est souverain et faire un service qui ne dépend pas de la publicité ciblée. Si vous allez sur quant.com faire une recherche, parce que c'est un moteur de recherche français, vous allez faire une recherche, vous tapez un mot-clé, et avant même que vous ayez tapé votre mot-clé, vous regarderez, il y a un truc qui manque. Il manque la bannière « Accepter nos cookies ». Parce qu'on ne met pas de cookies. On ne vous trace pas du tout. Donc, vous faites votre recherche, vous avez un résultat qui est le même pour tout le monde, puisque comme on ne sait pas qui vous êtes, on vous donne un résultat qui n'est pas votre résultat, mais qui est le résultat qu'on pense être le plus pertinent. C'est fait sur des serveurs qui sont en France, avec des algorithmes et des index qui sont français. Voilà, c'est possible. Et on ne vous traque pas. On vous fait un service franco-européen, et ce, avec une éthique qui est largement meilleure que celle d'un Google ou d'un Facebook qui essaye au passage de capter votre position GPS, savoir sur quoi vous cliquez, qui vous êtes, parce qu'on vous a offert un compte Gmail, donc on connaît votre identité, on se souvient de votre historique de recherche, et grâce à Google Analytics et à Chrome, on sait par où vous êtes passé avant d'arriver ici. Donc nous on traque rien du tout. Et c'est possible de faire ça, parce que je veux pas que l'Europe, ça soit une colonie numérique américaine et chinoise. Parce qu'on peut parler des colonies, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que des pays colonisés,
leur situation aujourd'hui est pas aussi enviable que ce qu'elle aurait pu être s'ils n'avaient pas été colonisés. Voilà. Victoire, peut-être, sur la question d'éthique. En fait, moi, paradoxalement, je suis assez optimiste, mais ça va prendre du temps. Effectivement, on changera pas le produit, ça c'est sûr, c'est trop tard. Par contre, c'est vrai que on l'utilise tous, le web, enfin, on peut plus s'en passer. Et c'est hallucinant qu'il n'y ait aucune éducation sur le contexte et l'utilisation. Mais il y a quelque chose qu'on dit pas, c'est que pour que vous ayez accès au web, il faut que vous ayez des réseaux. Ça, c'est le grand défi de demain. Il y a le réseau et les données personnelles. Le réseau, ça coûte une fortune à faire. Aujourd'hui, c'est dans les mains des opérateurs. Les réseaux, c'est à la fois surveiller des réseaux sous l'eau avec des câbles et sur terre. C'est très très cher. Là, on a de plus en plus de difficultés à financer, par exemple, la 5G. Avant, on se finançait en France avec la fibre, etc. Mais on arrive au bout d'un modèle économique. Et la Chine est en train de développer massivement la 5G là, dans 50 villes. Eux, ils ont les moyens de le faire. Est-ce que nous, à un moment, on aura toujours les moyens d'ouvrir nos réseaux? Les réseaux, c'est les autoroutes sur lesquelles passent les GAFA, sauf que les GAFA ne payent aucun péage sur ces autoroutes. Et là, actuellement, aux États-Unis, Google est en train d'essayer de tester son premier réseau. Donc à partir du moment où les GAFA ont à la fois la voiture et l'autoroute, alors là, c'est la dictature mondiale. Donc il y a quand même aussi, il faut être très prudent aussi sur la notion de réseau et puis la notion écologique. On nous bassine avec les vidéos en Occident de Marie Kondo, la spécialiste Feng Shui, qui nettoie vos appartements. Mais nous, on accumule les datas, c'est très cher à stocker, ça a besoin d'eau. On sait que la moitié du monde est emplie des déchets numériques du Nord. Il y a une différence nord-sud dans la gestion de l'information. Au nord, il y a les travailleurs bien payés, développeurs du code. Au sud, il y a les travailleurs du clic qui n'ont aucune protection sociale, qui sont soumis à des images assez hardes. Tous les gens, les modérateurs, les nouveaux métiers de modérateurs, c'est des métiers où il y a énormément de dépression. Ils voient des images atroces toute la journée, ils doivent censurer. Et donc, il y a une vraie question sur est-ce qu'on applique, ça c'est compliqué, un syndicat universel pour les travailleurs du clic? Comment on met ça en place? Qui va maîtriser l'autoroute de l'information demain? Qui va maîtriser les réseaux? Et puis 3, le problème écologique qui est crucial. Qu'est-ce qu'on a à garder des datas à n'en plus finir? C'est hallucinant, on stocke tout. On n'a pas les moyens écologiques futurs de stocker comme ça. Donc ça rentre aussi dans la problématique du web futur. Comment on va survivre avec le web d'un point de vue purement humain et écologique. Donc on voit il y a encore beaucoup de défis. On va faire une peut-être première conclusion comme ça sur tout ce que vous avez dit. Et en fait, on va demander à Didier Kersioli de la MGN de nous rejoindre parce que comme ça, on avait l'impression que c'est un peu compliqué et autre, mais on a un exemple d'une entreprise qui agit. Donc juste le temps de préparer. Voilà. Une place. Juste pousser un peu, voilà. Venez vers moi. Alors, Didier Kersioli, je vous remercie de venir. Vous êtes délégué national de la MGEN et vous êtes aussi le président de MGEN Technologies. Alors, juste parce que les gens doivent être un peu surpris de pourquoi est-ce que j'ai demandé à la MGEN de venir, mais peut-être que vous pouvez déjà présenter la MGEN et vos valeurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, la MGEN, elle est connue comme étant une mutuelle qui regroupe, donc c'est une société de personnes qui regroupe plus de 4 millions de personnes. Nos missions principales sont celles de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale de ces personnes, mais également de leur complémentaire santé, prévoyance, prévention, action sociale. Et nous avons également des services de soins avec une soixantaine de services de soins et 500 professionnels de santé qui travaillent pour la MGEN. Voilà. Donc, alors, les discussions sont passionnantes, hein, et notamment en matière d'éducation, puisque notre périmètre, notre population, ce sont les personnes qui dépendent des ministères, notamment de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, la culture, environnement et territoire également. Et dans ce domaine, nous sommes bien sûr en contact avec le monde de l'éducation et particulièrement avec les enfants, les collégiens, les lycéens et également les universités. Et en matière d'éducation, nous œuvrons également d'un point de vue éthique, hein, puisque c'est vraiment des valeurs que nous défendons depuis la création de la MGEN. C'est des valeurs d'éthique, de partage, de confiance et de transparence aussi, hein, que nous voulons développer.
le fait de pouvoir avoir des contacts avec le monde de l'éducation nationale et de promouvoir ces valeurs dès le plus jeune âge. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé le mois dernier à Vivatech, par exemple, où on n'avait pas d'objet technologique à montrer, mais simplement un stand sur lequel on faisait passer des classes avec des enfants. C'était d'ailleurs les plus jeunes participants à Vivatech, pour lesquels on avait simplement un atelier en disant, ben voilà, l'exemple que j'avais, puisque je faisais une écoute avec un casque, voilà, je prends une photo de ma copine à la cour de récré, je la montre à mes copines de ma classe, c'est une chose, mais mettre cette photo sur Facebook ou sur un réseau social, ça a un autre sens et ça peut avoir d'autres conséquences et d'autres impacts. Et je pense que aussi, ce qui a été dit par Salvatocco est extrêmement important, de pouvoir agir dès le plus jeune âge pour pouvoir développer toujours le sens et l'esprit critique par rapport à ce qu'on fait, et non pas simplement être un petit bout du puzzle, un petit bout de puzzle par rapport à une image très grande, et du coup participer à quelque chose qu'on réfute et qu'on ne souhaite pas. Ça me paraît important. Donc vous avez cet engagement dans l'éducation qui est très fort, qui fait partie de vos valeurs. Et en plus, dernièrement, donc au mois de mai, votre président a écrit une tribune assez importante. Le président a écrit une tribune dans Medium sur le numérique, mais le numérique comme un outil au service de l'humain. Parce que nous, effectivement, on collecte également des données, alors bien sûr des données personnelles comme beaucoup d'entreprises, mais des données aussi extrêmement sensibles qui sont liées à la santé. Et la santé, pour nous, c'est un bien dans le cadre de la santé, du mieux-être, du mieux-vivre, et non pas une marchandise. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment montrer à nos adhérents, aux personnes que nous protégeons, qu'ils peuvent avoir confiance en nous, et cela en toute transparence. Ainsi aussi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que avec l'éducation nationale, on développe aussi un programme d'éducation numérique également dans les écoles où sont formés les enseignants et les maîtres, et notamment avec l'ESPE de Paris. Donc, et parmi vos annonces dernièrement, il y en a une qui date de lundi, dans laquelle Tristan n'est pas totalement... Elle m'a fait très plaisir. Voilà. Donc oui, on s'est rencontrés il y a quelques semaines ou à peine quelques mois avec Tristan et ses équipes, et c'est vrai que la transformation numérique est pour nous aussi un enjeu, puisqu'on y est aussi poussé de par la consommation et les besoins de nos adhérents pour utiliser des téléservices. Alors tant que c'est au service de l'humain par rapport à un développement de la proximité et donc de l'accès aux droits et donc aussi de l'accès aux soins, c'est ce que nous souhaitons bien sûr faire, mais en même temps, il faut qu'on montre aussi qu'en interne, vis-à-vis de l'intégralité de nos collaborateurs et aussi également vers nos adhérents, on puisse aussi simplement nous appliquer à nous-mêmes les valeurs qu'on veut promouvoir. Et c'est ainsi que lundi, donc on a eu ce communiqué de presse où on a fait basculer les plus de 10 000 postes utilisés par nos collaborateurs vers un switch to Quant, puisque le moteur de recherche est maintenant sur l'ensemble de nos navigateurs utilisés dans les établissements, dans les agences, au siège national, le moteur de recherche par défaut, qui est utilisé au sein du groupe MGN. Et du coup, juste pour qu'on comprenne bien, cette bascule, c'est en fait quand il y a des effets d'annonce, on peut se dire très bien, vous annoncez que vous êtes pour un web humaniste, vous annoncez que vous passez pour compte, mais en fait, il y a quand même un vrai travail derrière que vous mettez en place. Alors, bien sûr, il y a un vrai travail qui est mis en place. Déjà, d'un point de vue technologique, puisque je suis président du GE informatique, c'est vrai que rien n'est fait pour faciliter les choses, pour le mettre par moteur par défaut, puisqu'on a différents types de systèmes d'information selon l'histoire de la mutuelle, et puis également, on n'a pas le même système d'information dans un établissement de soins que dans une agence qui reçoit du public, et donc pas les mêmes outils. Certains sont virtualisés, d'autres non. Et donc, on essaye de faire cette bascule d'un point de vue technologique de la façon la plus transparente possible. Donc c'est pour ça, c'est montré que forcément, c'est pas forcément très simple de basculer vers autre chose. Et du coup, en fait, Tristan, peut-être, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites dernièrement avec plusieurs, soit les administrations ou autres qui adoptent Quant. Ça s'est fait par une éducation, ça s'est fait par quoi? Ça devient naturel, les gens commencent à se dire c'est plus possible. Comment ça s'est passé avec la MGN d'ailleurs? Le produit Quant s'améliore
moi, je suis chez Quant que depuis un peu plus d'1 an, mais je fréquente Quant et en fait, pour tout dire, le président avait essayé de m'embaucher il y a 4 ans quand je quittais Mozilla, et puis ça s'était pas fait. Et donc j'ai commencé à utiliser Quant à ce moment-là, et j'ai vu la progression en termes de qualité du produit. Donc aujourd'hui, si vous allez sur quant.com et que vous décidez de le mettre comme moteur par défaut, vous aurez une qualité de service qui est indolore. En fait, vous allez pas perdre par rapport à votre ancien moteur hégémonique américain, dont je tairai le nom. J'espère que non. Et vous n'allez pas perdre en qualité. Par contre, d'un point de vue éthique, vous faites un bond, c'est-à-dire que vous consommez français et vous n'êtes pas pisté. Donc c'est bon pour vous et c'est bon pour la société dans son ensemble de plus être sous surveillance finalement. Oui. Alors depuis lundi, je reçois plusieurs fois par jour des messages très positifs de collaborateurs en interne, que certains donc que je connais et d'autres que je connais même pas, qui m'écrivent ou qui écrivent même au président pour dire combien c'est une bonne chose et qu'ils sont heureux qu'on ait basculé sur Quant. Vous les féliciterez de ma part. Je voudrais ajouter, en fait, on a lancé il y a quelques semaines, justement, juste avant Vivatech, une option dans Quant qui s'appelle Cause. Et c'est un bouton en haut à droite du site quant.com. Quand vous l'activez, eh bien, en fait, vous passez en mode cause et ça veut dire que vous avez un peu plus de publicité. Et si vous cliquez sur ces publicités, ça rapporte de l'argent à Quant et le supplément d'argent, parce que comme il y a plus de pubs, il y a plus d'argent, eh bien, ce supplément d'argent est donné à des causes. Alors, soit vous choisissez l'association à qui vous voulez le donner, soit par défaut, c'est donné à une association qui change régulièrement. Et donc, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais ce mois-ci, c'est la cause des femmes. Donc, en fait, l'argent est donné à Care France, qui est une association qui soutient la cause des femmes. Mais je pense que ça va changer en juillet. Donc, voilà. Si faut vous vite voulez, cliquer. Voilà. Faut se dépêcher. En tout cas, donc merci à tous d'être venus. Merci Didier Kersauzly, parce qu'en fait, du coup, on l'a vu, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de difficultés qu'il va falloir surmonter. Il y a aussi des initiatives qui sont créées à Needle ou Quant pour essayer de changer les choses, et de façon très positive. Donc il y a des institutions comme la MGN qui sont capables d'activement prendre les choses en main et de se tourner vers un web positif, en tout cas plus humaniste, plus inclusif, ou en tout cas qui donne des choix. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir le choix entre ce qu'on veut. Finalement, peut-être que le choix de livrer ses données, c'est un choix. Donc ça, on a merci à savoir. C'est un choix à la con, mais c'est un choix. Oui, mais c'est un choix. Ça reste un choix. Non, mais je pense sincèrement que ça, c'est une des grosses problématiques. Je me vois pas vivre dans le futur dans un monde où je n'ai plus le choix, ou soi-disant pour des raisons éthiques, on m'impose ça. Non. Pour mon bien-être. Non. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça, c'est très important et que c'est ça, les valeurs fondamentales de l'Europe humaniste. C'est toujours avoir le choix. Didier, vous vouliez finir ? Oui, juste un mot aussi. Je disais sur ce choix par rapport aux données. Nous manipulons des données de santé au quotidien. Donc des données qui sont extrêmement sensibles et on le voit, on a une population, notamment une grosse partie d'enseignants qui sont très sensibles sur le sujet et qui nous questionnent. Donc il faut qu'on soit extrêmement vertueux et éthique dans la manière d'expliquer et d'être dans la transparence et la confiance par rapport à ces données et de voir comment on peut utiliser ces données avec l'accord bien sûr des personnes pour leur bien, c'est-à-dire au service de l'humain, c'est-à-dire comment demain on peut faciliter la vie, le bien-être, le mieux-être et le mieux vivre de ces personnes. Donc c'est pas un outil technologique simplement pour nous, c'est bien au-delà. Comme le dit notre président, c'est vraiment ce qui nous guide, c'est au service de l'humain. Donc, replaçons, éduquons-nous nous-mêmes à l'humain finalement, replaçons l'humain au centre de nos préoccupations. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah bien, du coup, est-ce qu'on peut passer le micro ? On va prendre un micro en plus. Donc. Merci, c'était très intéressant. Donc une petite question. Moi je découvre Quant, je ne connaissais pas. Donc comme l'un des problématiques, c'est l'accès se fait par les moteurs de recherche, etc. Donc c'est un moteur de recherche, si j'ai bien compris. Donc en fait, l'une des alternatives, c'est de créer des moteurs de recherche qui permettent de concurrencer les Google et autres. Donc pourquoi il n'y a pas plus de promotion de Quant ? Alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas dans les bons systèmes de communication, mais voilà.
Tristan? En fait, déjà, il faut savoir que technologiquement, faire un moteur de recherche, c'est extrêmement coûteux. Aujourd'hui, Quant a reçu des investissements en tout, en 6 ans, de 40 millions d'euros. Ça suffit pas. On est en train de lever d'autres fonds pour continuer à aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire que c'est pas à la portée de tout le monde de réussir à réunir autant d'argent. Et après, il faut trouver l'équilibre entre investissement technologique, parce qu'il faut des centaines de serveurs qui fonctionnent, qui indexent le web. Juste pour vous donner une idée, le web, c'est des dizaines de milliards de pages qui elles-mêmes ont des liens entre elles. La page de mon blog qui va parler de tel sujet va faire un lien vers une page Wikipédia. Ça, c'est un lien pour que les gens puissent le suivre. Et ça, on en compte des centaines de milliards de liens. Et il faut en fait faire une copie du web sur nos ordinateurs pour l'analyser et pour savoir quelles sont les pages les plus populaires et les plus pertinentes. Donc c'est beaucoup de calculs et donc ça coûte. Déjà c'est compliqué. Il faut payer des scientifiques pour le faire, pour écrire ces logiciels, et puis il faut acheter les machines pour le faire tourner. Après il reste de l'argent pour la promotion, mais il faut trouver ce bon équilibre entre est-ce qu'on met tout dans la pub et puis on a un produit nul, ou bien est-ce qu'on fait un produit qui est vachement bien mais que personne ne connaît et donc n'utilise parce qu'on n'a plus d'argent pour la pub. Donc on essaye de trouver ce bon équilibre. Ah oui, 40 millions, ça paraît beaucoup, mais effectivement, tout est relatif. Juste pour vous donner une petite idée, Google achète à Apple le droit d'être le moteur de recherche par défaut dans l'iPhone. L'iPhone, c'est seulement 15% de part de marché. Et bien pour ça, Google, si mes informations sont exactes, et je les ai eues dans les Échos, donc peut-être qu'ils se sont trompés, mais je pense que c'est pas le cas. Google donc paye à Apple, juste pour cocher la case, pour que ça soit le moteur par défaut, 9,5 milliards de dollars par an. Alors voilà, ça c'est par an, 9,5 milliards pour cocher une case. Et nous, en 6 ans, on a touché 40 millions pour faire un moteur de recherche. Juste pour vous donner une petite idée de la différence. C'est le prix de la souveraineté, effectivement. Mais c'est facile. C'est facile dans ce sens qu'on a déjà vu des États, peut-être le nôtre, dépenser des sommes extravagantes pour faire de la souveraineté et qui ont été pas très bien utilisées. Moi, je pense par exemple en tant que citoyen et contribuable, j'ai un souvenir très douloureux du cloud souverain français qui a dépensé, je sais plus combien de centaines de millions d'euros pour des résultats que je qualifierais poliment de mitigés. Comprendre nul. Oui, mais c'est ça. La difficulté, c'est d'investir sur quelque chose qui fonctionne. Et voilà. Merci. Je crois qu'on avait une deuxième question. Ouais. Je voulais avoir votre avis d'expert sur le Health Data Hub. Parce que c'est une initiative donc de l'État de former un guichet unique donc de données de santé. Et en réfléchissant à l'avenir du web, est-ce qu'on pourrait imaginer que si l'État arrive à rassembler des données, donc pas seulement de santé, mais plus larges, et qu'on arrive à coupler ça à un moteur de recherche neutre tel que Quant, est-ce qu'on pourrait pas former de cette manière-là un web qui serait souverain? Alors, un web souverain. Ça le va. Alors là, je pense que la CNIL, elle vient et elle fracasse tout ça, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça en France, en tous les cas, de croiser l'ensemble des données. Et ça, c'est pour nous protéger en tant qu'individus, en tant que citoyens. Le Health Data Hub que l'État a monté, et on doit se prononcer dessus d'ailleurs, c'est pour faciliter aussi les échanges d'informations en fait entre les services hospitaliers, les soignants, etc. Mais il est absolument hors de question en fait que ces données soient accessibles par tout à chacun, comme ça de manière tout à fait transparente.
Il faut faire très attention à cette question en fait de. Pardon. L'idée c'est qu'elle le soit accessible par les chercheurs, par les Alors entreprises. certaines, en fonction en fait de la position aussi du patient et de ce qu'il a envie. De ce qu'il a envie ou pas de partager. Accoupler ensuite ces données-là à d'autres données qui peuvent être financières, sociales, etc. Là, en fait, c'est mettre en danger son individualité par rapport à un système, globalisé. Donc ça, pour l'instant, en tous les cas, nous, on se prononcerait contre. Mais en fait, c'est Google qui le fait aujourd'hui. Donc pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ce contrôle soit exercé par une autre autorité, telle que celle d'un État? Ce ne serait pas moins dangereux? Moi, je vais sortir mon joker parce qu'en fait, je connais pas le dossier, mais enfin, j'ai le souvenir quand même de Google qui avait accès à des données du NHS anglais. Et visiblement, c'est en train de se terminer en eau de boudin où il devait pas accéder à certains trucs et en fait si. Enfin bon, on s'est encore fait avoir quoi. Enfin, on le sait qu'aussi c'est pas nous, c'est des Anglais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont bientôt plus européens, donc c'est pas grave. Mais quand même, c'est assez révélateur et pourtant il y avait une approche volontariste en fait des Anglais sur des choses comme ça. Et c'est difficile d'y aller en faisant confiance à un partenaire qui les a trompés. Et encore, c'est Google, c'est pas Facebook. Hein. Facebook, on aurait su dès le début que c'était cuit. Google, on aurait pu leur faire confiance un petit peu de temps avant de se rendre compte que ça marchait pas. Donc peut-être qu'en fait la conclusion, c'est ne tombons pas dans un piège de vouloir tout donner à une seule personne. Essayons de garder nos données pour nous et après à nous d'avoir la possibilité de le faire. De donner les différentes données à qui on veut. On va prendre juste une dernière question et après on va arrêter. Bonjour tout le monde, merci Rachel pour la question. Je voulais demander à Monsieur Nitto, pourquoi en fait Quant a eu besoin, ou je sais pas, de s'associer ou d'avoir un accord avec Microsoft? Est-ce que on peut avoir une compréhension du sujet? Merci beaucoup. Alors ça va être compliqué de faire court parce que le sujet est vaste. Alors je vais sursimplifier. Donc ça va pas être absolument complètement correct ce que je vais vous dire, mais sinon on est parti pour des heures. Mais pour faire simple, un moteur de recherche, c'est de la technologie. Il faut indexer le web, ça coûte cher. Et puis il faut gagner de l'argent. Et donc comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Avec une régie publicitaire qu'on bride pour pas qu'elle fasse de la publicité ciblée, mais seulement de la publicité contextuelle. C'est-à-dire si vous cherchez vélo, par exemple, eh ben on vous met de la publicité sur le vélo, mais on ne sait pas qui vous êtes. Mais juste que la seule chose qu'on sait de vous, c'est que vous êtes une personne qui s'intéresse au vélo. Donc on vous met de la publicité sur du vélo, puis après on vous met des résultats sur le vélo. Donc c'est deux choses. Un moteur et une régie publicitaire côte à côte. Au premier jour de Quant, il y avait rien, ni technologie de moteur de recherche, ni régie publicitaire. On s'est adossé à des partenaires. Parmi ces partenaires, dès le début, il y avait Microsoft pour la régie publicitaire. Et encore aujourd'hui, la régie publicitaire, elle est fournie par Microsoft. Ça fait donc 6 ans que c'est le cas. Et au niveau technologique, il y a eu plusieurs partenaires, mais il y a eu aussi Microsoft. Et en fait, on est en train de se débarrasser chez Quant de Microsoft. Donc si vous faites une recherche depuis, c'est toujours le cas depuis toujours, hein. Si vous faites une recherche aujourd'hui, la recherche elle est faite par des ordinateurs de Quant. Mais si vous faites une recherche d'images, les résultats sont fournis par Microsoft, et ce depuis quasiment le premier jour. Donc cette annonce de Microsoft, c'est un partenariat qui continue. Mais c'est un partenariat où en fait Quant se désengage de plus en plus de Microsoft, en particulier sur l'aspect publicitaire et sur l'aspect recherche, moteur de recherche. Néanmoins, comme on a une très forte croissance, hein, on a plusieurs points de croissance chez Quant par semaine. Imaginez, par semaine. Plusieurs points de croissance par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on achète sans cesse des nouveaux ordinateurs pour que votre service il soit toujours de qualité. Et en plus de ça, on veut dépasser ça, on veut accélérer en termes de qualité. C'est-à-dire qu'il nous faut encore plus d'ordinateurs pour fournir des résultats de meilleure qualité, pour faire plus de calculs. Et tous les étudiants ou anciens étudiants dans la salle savent bien que quand on vient se loger, c'est plus avantageux d'être locataire que propriétaire.
On est d'accord avec ça, du moins au début. Et c'est exactement ce qu'on fait. Le partenariat qu'on a annoncé avec Microsoft, c'est un partenariat dit de cloud. Chez Microsoft, ils ont un cloud qui s'appelle Azure. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui peuvent louer à la minute ou à l'heure. Vous voyez ? Et donc, pour faire des calculs très compliqués, comme le calcul d'index du web, prendre 20 milliards de pages et des centaines de milliards de liens, et déterminer quels mots-clés sont disponibles dans quelle page, c'est des calculs extrêmement intensifs. Eh bien ça, on va le déporter dans des ordinateurs de Microsoft situés en Europe, donc on reste en Europe, et on va louer en fait des ordinateurs à Microsoft pour faire ce calcul. Il est très important de noter que ces calculs, ils se font sur la base de données qui sont publiques. En fait, c'est une copie du web en fait qu'on fait chez nous. Donc on va calculer la popularité des pages en substance sur des ordinateurs qu'on loue à Microsoft qui sont situés en Europe. Ça nous permet de louer des ordinateurs plutôt que d'avoir à les acheter. Et donc c'est une meilleure façon de gérer notre trésorerie et l'investissement qu'il y a à faire pour avoir un moteur de recherche. Voilà, je peux pas faire plus court et cohérent en si peu de temps. Voilà. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. J'espère que vous avez trouvé la table ronde intéressante et que vous allez réfléchir comment devenir chacun libre de ce que vous allez faire de vos données sur le web. Moi, je voulais juste vous féliciter parce que j'ai compté, il y a 2/3 de femmes dans la salle. Je crois que j'ai jamais vu ça. Sur du numérique, non mais c'est nickel, hein, bravo. Merci.